Et on va commencer par bilan et évolution des accès dérogatoires. Jacqueline Haddad et Annie Laurence. Oui. Bonjour, donc je suis Annie Laurence, donc je travaille à l'agence du médicament. Pardon, il faut que je parle dans le micro, c'est mieux. Surtout que pardon. Merci. Donc Annie Laurence, donc je suis à l'agence du médicament, et donc on nous a demandé à Jacqueline et à moi de vous présenter les médicaments en accès dérogatoire. Alors le terme accès dérogatoire est nouveau, mais il faut savoir que les accès dérogatoires pour les plus anciens, sans vouloir que ça soit négatif, ce sont les ATU nominatives qui existent depuis 1994. Entre-temps, il est passé une réforme en 2021 et on a fait deux grandes catégories, donc les médicaments qui relèvent de l'accès compassionnel et les médicaments qui relèvent de l'accès précoce. L'accès compassionnel, ça concerne des médicaments qui n'ont pas vocation à être enregistrés dans le cadre d'une AMM. Donc l'autorisation de mise sur le marché, c'est vraiment la référence pour mettre à disposition un médicament. Mais il y a donc des dérogations qui sont possibles pour mettre à disposition des médicaments qui passent soit par l'accès compassionnel, soit par l'accès précoce. Et l'accès précoce, donc ça concerne à contrario des médicaments qui ont vocation à obtenir un enregistrement d'AMM. Dans l'accès compassionnel, on distinguera deux types de process. Les autorisations d'accès compassionnel, donc les anciennes ATU nominatives, et en parallèle, les cadres de prescription compassionnelle, donc les CPC, appelés autrefois, alors que ça a duré une dizaine d'années, les RTU. En parallèle, dans les accès précoces, donc on va avoir de l'accès précoce avant ou après l'AMM. Et la nouveauté de 2021, c'est l'intervention de la Haute Autorité de Santé, qui maintenant est la référence, enfin celle qui donnera la décision. Très brièvement, donc cette slide illustre le position, en tout cas le temps au moment où ces différents médicaments arrivent dans le système d'accès dérogatoire. Donc les autorisations d'accès compassionnel concernent très souvent des médicaments à un stade précoce de développement, donc au stade d'essai clinique. Et au fil du temps, au fil de l'avancée du développement, donc le produit peut être mis à disposition en accès précoce, obtenir son AMM, éventuellement faire aussi un relais par un accès précoce post-AMM. Et enfin, on peut avoir un cadre de prescription compassionnelle qui va viser à encadrer le hors AMM d'un médicament disponible sur le marché. Donc les AAC, anciennes ATU nominatives, donc c'est, comme je le disais, l'objectif c'est de permettre l'accès à des médicaments sans AMM en France pour des patients qui sont atteints de pathologies rares, graves ou invalidantes, qui sont sans alternative et qui ne peuvent participer à un essai clinique. Donc on a deux types de médicaments disponibles en AAC, les médicaments en cours de développement et des médicaments autorisés à l'étranger qui, pour des raisons diverses, ne font pas l'objet d'une AMM en France. Ces AAC s'accompagnent d'un recueil de données en vie réelle via un protocole d'utilisation thérapeutique et leur prise en charge est automatique. Donc il n'y a rien à charge pour les patients. Leur durée varie entre 1 jour et 1 an maximum et ces autorisations sont renouvelables sur demande. Et donc la nouveauté de 2021, c'est que pour rentrer en AAC aujourd'hui, les laboratoires, pour les produits qui sont en développement, doivent s'engager à faire une demande d'accès précoce et donc passer je dirais, dans les mains de la HAS qui va évaluer certains critères que je vous expliquerai plus tard. Donc, vous êtes prescripteur. Comment faire une demande d'AAC? Donc, ces AAC, elles viennent que de prescripteurs hospitaliers. Donc, c'est contingenté à l'hôpital et la délivrance se fait également uniquement par les pharmacies hospitalières. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller consulter le référentiel des accès dérogatoires. Donc, nous avons fait un référentiel unique en sens, pas unique au monde, mais rassemblement des différents accès dérogatoires, parce qu'il n'est pas évident de se retrouver, est-ce que mon médicament est en AAC, en AP, en CPC. Donc, nous avons élaboré ce référentiel
qui recense l'ensemble des médicaments disponibles donc dans les différents cadres et avec des informations utiles pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients, avec quels critères d'octroi, quelles sont les conditions d'utilisation. Lorsqu'il y a un PUT, il est publié pour que vous puissiez vous y conformer et en prendre connaissance. Et c'est sur la base de ce PUT et des données collectées que les laboratoires élaborent des rapports périodiques de synthèse dont nous publions les résumés. Ces demandes d'autorisation d'accès compassionnel passent obligatoirement via une plateforme dite, qui s'appelle e-Saturne, que j'imagine que vous avez pour certains déjà expérimenté. Si il y a des critères d'octroi et que le prescripteur s'engage à être conforme aux critères d'octroi, les autorisations peuvent être automatiques, donc ça peut être très rapide. Et enfin, lorsque vous prescrivez un médicament sous AAC, vous avez l'obligation d'informer votre patient sur les conditions de mise à disposition, donc les risques, les bénéfices parfois non connus, et à porter aussi la mention sur l'ordonnance que le médicament est prescrit dans le cadre d'AAC. Donc, cette slide illustre rapidement ce qu'est ce référentiel. Donc, vous avez une liste de médicaments et quand vous cliquez dans chaque médicament, vous savez s'il est en AAC, en AP, en CPC et quels sont les critères associés. Et je vous ai illustré là l'exemple d'un produit qui est en pneumologie, donc le Tyvaso, qui est donné aujourd'hui, enfin en tout cas pour lequel on fait des AAC dans l'hypertension pulmonaire précapillaire. Donc voilà, c'est un exemple de médicament qui concerne votre domaine. Donc le bilan à 2 ans, donc après la réforme qui a commencé en juillet 2021, on a plus de 116 000 autorisations qui ont été octroyées. Donc là, il y a une flambée des autorisations ces dernières années. Environ 220 produits disponibles, 38 000 patients concernés. Donc si autrefois les ATU c'était vraiment confidentiel en 1994, là aujourd'hui on peut dire que c'est largement répandu. Il y a 10 produits qui portent, je dirais, 60% des autorisations. Et qui dit AAC dit parfois non mise à disposition, simplement parce que les critères ne sont pas remplis, mais aussi des laboratoires qui peuvent s'opposer à la mise à disposition parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans cet accès précoce, donc la nouveauté cette nouvelle nouveauté réglementaire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de produit. Parfois, ils réservent le produit aux essais cliniques ou ils le réservent aux essais cliniques parce que justement, ils ne veulent pas compromettre leur produit dans un usage non contrôlé. En tout cas, moins bien contrôlé que dans le cadre d'un essai clinique. Donc, on a fait un retour d'expérience il y a à peu près un peu moins d'1 an avec les professionnels de santé, les pharmaciens et puis aussi les associations de patients. Donc là, c'est quelques points d'attention qui ont été identifiés. L'étiquetage, on peut avoir des produits étrangers avec vraiment des étiquetages illisibles, même s'il y a des obligations réglementaires. Je pense que le fait de passer par des distributeurs non aguerris, on peut avoir des étiquetages non lisibles pour les patients. Parfois, les PUI peuvent aussi avoir des difficultés pour identifier le bon interlocuteur pour commander le produit. Donc voilà, ça c'est de l'histoire vraie, de l'histoire vécue des PUI. Des ruptures de stock, que ce soit en médicaments classiques ou en médicaments en AAC, il peut y avoir des ruptures de stock. Donc la difficulté de retrouver une autre alternative à l'étranger, ça peut mettre du temps. Le laboratoire peut, à la main sur son produit, donc il peut refuser de mettre à disposition. Et enfin, qui dit PUT et AAC dit collecte de données, et donc les prescripteurs normalement doivent faire une collecte de données à travers des plateformes qui ne sont pas simples d'accès et qui demandent aussi beaucoup de temps. Donc ça, c'est le retour terrain. Pardon. Hop. Donc là, je vais vous présenter les autorisations d'accès précoce qui autrefois s'appelaient les ATU de cohorte. Donc la nouveauté de 2021, c'est donc l'HAS qui donc maintenant est responsable des décisions d'accès précoce et qui évaluera 4 critères, qui va dire si la maladie est grave, rare ou invalidante, si le traitement peut attendre,
Est-ce qu'il y a des alternatives? Et surtout, je dirais la nouveauté, c'est est-ce que le médicament est innovant? En fait, derrière cette réforme, l'idée aussi, c'était, bon, il y avait la simplification, mais aussi, surtout, renforcer, du moins cadrer l'enveloppe budgétaire aux médicaments innovants. L'ANSM, elle, continue toujours à donner son avis sur le bénéfice et le risque et doit donner un avis sur, sur le fait que l'efficacité et sécurité est fortement présumée. Donc, les autorisations d'accès précoce sont faites, les demandes sont faites par les laboratoires. Donc encore une fois, c'est l'HAS qui donne la décision avec l'appui de l'ANSM pour ce qui ne relève pas encore d'une autorisation de mise sur le marché. Désormais, les délais sont encadrés, donc l'HAS, enfin en tout cas les demandes doivent se faire dans un délai de 3 mois. Et on fait des rendez-vous pré-dépôt avec les laboratoires pour anticiper les questions éventuelles lors des demandes. Ça a une vocation de faciliter, je dirais, l'octroi de ces demandes. Ces autorisations sont données pour 1 an, elles sont renouvelables jusqu'à en fait, jusqu'à ce que le médicament soit pris en charge au titre de droit commun. Ces autorisations s'accompagnent encore une fois d'une collecte de données via un PUT qui peut être adossé à un registre. Donc je pense que Madame Sabin vous expliquera le projet dans la BNDMR. Et encore une fois, qui dit collecte de données, dit rapport de synthèse et résumé publié sur les sites Internet. Donc résumés qui sont destinés en premier lieu aux prescripteurs. Donc là, encore une fois, comment prescrire un médicament en AAP? Donc toujours consulter ce fameux référentiel, consulter le PUT, quels sont les critères d'éligibilité. Il faut savoir qu'un médicament qui ne dispose pas encore d'une AMM, si le patient n'est pas éligible à travers l'AP, il est toujours possible de faire des demandes d'autorisation d'accès compassionnel auprès de l'ANSM. Bon, là, vous avez des fiches d'accès et de suivi à compléter sur la plateforme. Il faut informer le patient également du contexte, porter sur l'ordonnance la mention que la prescription se fait dans le cadre d'un accès précoce. Et encore une fois, la prise en charge est automatique, rien à payer pour le patient. Donc depuis 2 ans, on a reçu plus de 164 demandes. Bon, en majorité quand même du poste AMM, c'est donc le laboratoire arrive avec une vocation de prise en charge précoce, je dirais, puisqu'il vient d'obtenir son AMM, alors que normalement dans précoce, on voudrait quand même que les médicaments soient mis à disposition en amont, mais il y a des difficultés, je dirais, de mise en œuvre par les laboratoires encore à régler. Sur ces 164 demandes, 98 ont fait l'objet d'un avis favorable qui ont été mis en œuvre. Et pour moitié, les demandes concernent l'oncologie. Mais on a quelques demandes dans les maladies rares et on a eu aussi quelques AP dans le Covid. Donc les AP ont vocation à disparaître, à finir, puisque normalement un médicament qui a vocation à être enregistré dans le cadre d'une AMM et être pris en charge dans le droit commun, donc ce qui signifie la fin des autorisations d'accès précoce. Et une autre raison de fin d'autorisation d'accès précoce, ça serait le fait que les critères ne sont plus remplis, comme par exemple une nouvelle alternative dans l'horizon thérapeutique qui ferait que l'HAS mettrait fin aux autorisations d'accès précoce. Encore une fois, au travers le RETEX et les professionnels de santé, l'accès aux plateformes qui sont les plateformes laboratoires n'est pas facile, chronophage. Pourtant, il y a un enjeu à collecter ces données pour que l'HAS s'en empare et améliorer la connaissance du produit en vie réelle. Et justement, le recueil peut être financé via une convention. Il a été établi donc à travers justement ces RETEX et la réforme que les laboratoires peuvent signer des conventions avec les hôpitaux pour dédommager les prescripteurs dans cette collecte de données. Mais je pense que ça en est encore à son stade balbutiant. Il faudra attendre encore le futur pour montrer si ces conventions sont effectives. Je laisse la main. Merci.
Bonjour, je continue avec le cadre de prescription compassionnelle qui était auparavant dénommé RTU, recommandation temporaire d'utilisation. Alors, l'objectif des cadres de prescription compassionnelle, c'est de sécuriser une prescription d'un médicament qui n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, dès lors qu'il y a un besoin thérapeutique identifié et qu'il y a une présomption de rapport bénéfice-risque favorable. Le médicament bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, comme il était démontré dans la diapositive 2 au niveau des dispositifs d'accès compassionnel. Il est assorti également d'un PUT-SP pour une collecte de données. Quelles sont les conditions d'élaboration d'un CPC? D'abord, il y a un signalement qui est effectué auprès de l'ANSM par divers organismes ou instances, ministres de la Santé, l'INCa, les conseils nationaux compétents, professionnels compétents, les centres de référence compétences des filières de maladies rares, toute association de patients agréés, et l'ANSM peut également s'autosaisir. Ce signalement doit être argumenté. Il y a une spécificité pour les maladies rares qui est en plus de fournir une première analyse de l'efficacité et de la sécurité de l'utilisation du médicament dans l'indication qui est concernée à partir des données disponibles, pratiques, recommandations de prise en charge thérapeutique et des travaux qu'elles peuvent être amenées à conduire. La décision, c'est l'ANSM qui l'établit. C'est une durée, le CPC dure 3 ans, il peut être renouvelé et il est publié sur le site de l'ANSM au niveau du référentiel. Comment prescrire le CPC? De la même façon, on consulte le référentiel pour savoir justement quelles sont les informations, s'il fait l'objet déjà d'un cadre de prescription. Et il est possible de consulter le PUT-SP. Il faut en prendre connaissance pour avoir toutes les informations qui sont contenues dans ce PUT-SP et se conformer aux modalités pratiques de suivi des patients et de recueil de données. Il faut informer le patient, tout comme pour les autorisations d'accès compassionnel ou les autorisations d'accès précoce. Et une fiche de suivi est complétée et adressée au laboratoire. Il faut également porter sur l'ordonnance la mention que ce médicament est prescrit au titre du CPC et la prise en charge est automatique. Aujourd'hui, il y a 28 CPC qui sont en cours, dont la moitié dans les maladies rares. Point d'attention, tout comme pour les autres dispositifs, le recueil de données, la connexion aux plateformes qui peut être difficile et le problème de renseigner les fiches de suivi. Il y a également un besoin d'information et de pédagogie. On s'est rendu compte que que les médecins ne portaient pas forcément la mention de CPC sur les prescriptions médicales, notamment en ville, et que les pharmaciens, de fait, se posaient également la question d'une d'une subrogation quand il y avait la mention de CPC. Donc, on va devoir faire un effort de communication à ce propos. Il faut aussi avoir à l'esprit que le dispositif du CPC est différent du dispositif des AAC. Le CPC concerne une cohorte de patients, une prescription, et le dispositif des AAC est nominatif et pour des médicaments qui n'ont pas d'AMM en France. Voilà. Au niveau des conclusions des accès dérogatoires, c'est un succès en termes de nombre de médicaments qui vont être mis à disposition dans ces dispositifs dérogatoires, plus précoces par rapport aux autres pays, mais il y a des difficultés de terrain qu'on a identifiées, moyens limités à l'hôpital, système complexe qui peut être chronophage pour les professionnels de santé, et la nécessité de mieux valoriser les données collectées. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos deux oratrices. Nous avons le temps pour une question. Pierre-Régis.
Bonjour, merci pour ce topo, Pierre-Régis Burgel, Paris Cochin. On a un CPC dans la mucoviscidose, on a mis plus de 600 patients dans l'été. Le problème, c'est celui que vous avez noté, c'est celui de la collection des données, où en fait, on est organisé, nous, pour collecter les données via le registre français de la mucoviscidose, et derrière, on nous a quand même demandé un PUT qui est catastrophiquement chronophage, qui n'est que très peu fait par les centres, bien qu'on se batte pour que ce soit fait, et qui va servir à rien. Et donc ma question, c'est comment on fait pour ne pas faire double emploi avec les PUT? Vous m'entendez? Alors justement, l'idée aujourd'hui, c'est d'éviter les doublons de saisie, les triplons. Voilà. Donc si on peut adosser la collecte de données à un registre ou la BNDMR, on travaille là-dessus aujourd'hui. Donc on va avoir un premier produit là qui va faire l'objet. Alors là, ça ne va pas être un CPC, mais ça va être un accès précoce, merci. Un autre dispositif, mais peu importe. L'idée quand même, c'est d'éviter à tout le monde de faire de la saisie en X exemplaires. Au final, plus personne ne remplit rien parce qu'ils l'ont déjà rempli à un endroit. Enfin, voilà. Donc là, il y a un travail justement avec la BNDMR pour connecter cette base et éviter ces PUT en parallèle. Donc on a une première expérience là qui va commencer bientôt. Donc avant c'était PUT ou rien, bon, voilà, mais on avance doucement. Donc nous on est conscient et puis pareil, dans le temps, on a bien vu, il y a eu des PUT où on avait des dizaines de fiches à collecter. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Donc après, on a des laboratoires qui pensent que l'accès compassionnel, ça, c'est l'équivalent d'un essai clinique. Donc on essaie de simplifier, mais bon, voilà, c'est un peu donnant-donnant. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de faire le travail une seule fois. Voilà. Et qu'il soit bien fait. En faire moins, mais qu'il soit bien fait. Donc voilà, on en reparle la prochaine fois.